va voir le génie génétique et l'amélioration des plantes. Donc, bien évidemment, à partir du moment où on parle de génie génétique, eh bien, ça veut dire que on est dans une période plus récente, puisque la découverte de l'ADN s'est faite en 1900, la structure de l'ADN en 1953, et donc il a fallu ensuite arriver à comprendre le support de l'information génétique, les mutations, etc. Et donc à partir de là, eh bien, il y a eu une révolution de l'obtention de nouvelles variétés grâce à ces nouvelles notions de génétique. Alors, quelles sont les variétés utilisées, enfin, ou les techniques utilisées par les sélectionneurs? Eh bien, ils peuvent partir de variétés existantes qu'on va pouvoir retrouver dans des conservatoires, j'en parlerai dans une autre partie. On peut utiliser des espèces sauvages apparentées, ce qui explique aussi une conservation de la biodiversité, donc ça on le reverra. Et puis au niveau des techniques, eh bien, on peut se baser sur des mutations spontanées, donc c'est-à-dire avoir un champ et puis attendre d'avoir un caractère intéressant qui apparaît, ou du coup essayer d'accélérer le processus en provoquant des mutations. Donc c'est ce qu'on appelle des mutations induites. Donc les mutations restent aléatoires, mais on va provoquer des mutations et puis du coup on va pouvoir observer des résultats et ainsi chercher à observer des caractères potentiellement intéressants. Après, on peut aussi utiliser des espèces complètement éloignées, ça c'est ce qu'on verra notamment par rapport à la transgénèse ou à une technique ultra récente qui est l'édition du génome. Et donc à ce moment-là, on va utiliser des gènes qui proviennent carrément d'espèces différentes, c'est-à-dire par exemple une bactérie. Donc là, vous avez un document qui vous montre quelques exemples de caractères obtenus par mutation induite et, au niveau de culture actuelle. Hein. Donc c'est une technique qui a été largement utilisée. Alors, ici, vous avez un document qui vous présente l'utilisation de marqueurs. Donc là, étant donné là, le format du cours, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, mais on peut utiliser des marqueurs moléculaires pour voir beaucoup plus facilement et rapidement, grâce à ces marqueurs, si les caractéristiques intéressantes sont apparues dans les plantes sur lesquelles on est en train de travailler. C'est en fait un outil qui est mis à disposition pour accélérer le processus de création variétale. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure les transgénèses, et donc on retrouve à nouveau le maïs. Donc, alors il n'y a pas, bien évidemment, c'est pas que sur le maïs que ça a été fait, mais il y a un exemple très connu sur le maïs qui est le maïs transgénique BT, dans lequel on a inséré un gène provenant d'une bactérie du sol et qui lui confère une résistance à la chenille d'un papillon qu'on appelle la pyrale du maïs. Donc ici vous avez voilà, par exemple l'introduction d'un gène bactérien permettant de produire une molécule toxique pour les insectes qu'on a pu mettre dans le maïs, je viens de vous le dire, mais aussi dans d'autres végétaux. Et donc ça permet de limiter l'épandage des insecticides puisque la plante est elle-même résistante à un insecte ravageur. Alors bien évidemment, eh bien, on va observer certains insectes qui survivent à cette toxine et du coup, par effet de sélection naturelle, on peut observer des populations d'insectes qui sont de plus en plus résistants, de plus en plus nombreux à être résistants à la toxine utilisée dans la plante. Autre limite, hein, c'est bien évidemment l'impact négatif sur les populations d'insectes non ravageurs et donc des effets en chaîne, hein, sur les écosystèmes, ou par exemple l'insecte ravageur ou pas d'ailleurs peut être une source de nourriture
pour un oiseau, et donc du coup en limitant le développement de l'insecte, on va limiter les ressources nutritives de cette espèce d'oiseau. Donc on peut bien évidemment avoir des conséquences sur la biodiversité, mais là c'est pas trop le sujet du cours, mais bien évidemment ça peut être une question de grand oral sur lesquelles vous pourriez aller rechercher à la fois les intérêts, les limites, les dangers de ces techniques de transgénèse. Après, il y a l'introduction d'un gène bactérien qui permet la résistance à des herbicides. Alors là, on va parler, enfin je ne vais pas en parler non plus en détail, mais d'une grande multinationale dont le nom commence par un M, qui est fortement connue, qui produit un herbicide et qui a produit des maïs, par exemple, résistants à l'herbicide. Donc ça permet de commercialiser les deux, des graines de maïs dont les plants seront résistants à l'herbicide et l'herbicide. Comme ça, on est bien obligé d'acheter les deux. Voilà. Alors, forcément, hein, si on a une plante qui est elle-même résistante à des herbicides, eh bien, on peut allègrement déverser les herbicides dans le champ avec une pollution au passage, mais ça permet de diminuer le travail du sol destiné au désherbage. Et donc, forcément, augmentation de l'épandage des herbicides, de la pollution, apparition de plantes résistantes. Donc là, vous avez la technique détaillée de ce dont je vous ai parlé sur la transgénèse du maïs, donc le gène d'intérêt qui vient de la bactérie, qui permet de produire une toxine, qui est ensuite insérée dans l'organisme receveur, qui va être des cellules végétales de maïs. Et ensuite, à partir de ces cellules, on va utiliser la capacité de totipotence des cellules végétales à régénérer un plant complet. Et du coup, l'ensemble des cellules seront résistantes car l'ensemble des cellules vont produire la toxine. Et donc, on a des plants de maïs résistants à la pyrale. Voilà. Je vous laisse lire le texte pour plus de détails. Mais voilà l'exemple du maïs transgénique BT. Donc, je l'ai dit juste avant, on utilise cette capacité de totipotence des cellules végétales. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec l'exemple des cales qui peuvent régénérer une plante complète. Ce qui va avoir plusieurs avantages, c'est que on peut du coup régénérer ici, enfin utiliser cette capacité pour, à partir de cellules modifiées, régénérer des plants ayant tous le gène, mais on peut aussi, grâce à ça, une fois qu'on a obtenu le plant qui nous intéresse, le multiplier en très grande quantité. Donc là, vous avez une des capacités végétales qu'on a étudiées qui est vraiment mise à profit dans l'amélioration des plantes. Donc là, la technique récente, qui est la technique d'édition génétique avec l'enzyme CRISPR-Cas9 qui permet de couper une portion qu'on va choisir et de faire différentes transformations. Il y a un autre document qui vous le montre. Donc là, on est sur une technique récente puisque ça date de 2012. Les premiers résultats sur ces deux chercheuses françaises avec cette enzyme. Donc on peut avoir envie de supprimer un gène, ou bien d'insérer un nouvel allèle, ou bien d'insérer un nouveau gène d'intérêt. Et donc cette enzyme CRISP permet de vraiment faire ce qu'on appelle de l'édition du génome, puisqu'on peut vraiment maîtriser, couper là où on veut et ajouter ce qu'on veut. Donc là, on est sur vraiment des modifications très récentes qu'il va falloir bien évidemment encadrer. Autre sujet de grand oral. Cette technique est déjà utilisée. Regardez, je vous ai mis l'exemple du blé. Et donc,
Alors attention, hein, là le texte je l'ai laissé exprès puisque ça vous parle de cette découverte de cette enzyme qui est applicable à n'importe quel être vivant, dont les humains, et qui soulève d'importantes questions éthiques. Donc là, ici, création variétale à l'aide de cette enzyme. Et donc là, dans ce cas, eh bien, en fait, on a travaillé sur le gluten, puisque une des protéines de la famille du gluten, qui est en grande quantité dans le blé, et qui est responsable chez certaines personnes intolérantes au gluten de lésions importantes. Du coup, on a utilisé cette enzyme pour créer des plants de blé avec une faible teneur dans cette protéine, en supprimant le gène qui la code. Donc voilà une application ultra moderne de cette enzyme et donc des nouvelles variétés. Alors, je fais directement cette partie-là parce qu'elle est assez courte. Donc, grâce à la fois à la sélection empirique, puis à la sélection programmée, avec plus tard tout le travail du génie génétique, on a obtenu une grande diversité de plantes cultivées. Donc là, vous avez l'exemple de la tomate, ici des variétés d'allèles chez les différentes espèces de tomates sauvages. Et là, vous avez une comparaison des formes sauvages et des formes cultivées. Et en fait, ce qu'il faut vraiment remarquer, ce qui est un petit peu paradoxal, hein, ce qui peut sembler paradoxal au départ, c'est que entre la forme sauvage et la forme domestiquée, alors ici on voit chez la tomate qu'il y a une diversité quand même qu'on peut noter, chez la pastèque aussi, mais globalement on a quand même un faible écart. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un nombre de variétés qui a augmenté, là, avec un grand pic depuis le génie génétique, mais la diversité génétique, elle est faible, elle reste faible. Donc, on avait au départ des variétés de pays résultant de la domestication progressive des plantes et correspondant à sélection sur différents climats, différents terrains. Donc on avait des variétés importantes euh, qui étaient conservées avec des lignées anciennes. Et puis au fur et à mesure des progrès génétiques et des nouvelles lignées modernes, eh bien on a un appauvrissement de cette diversité et ces espèces, ces variétés de pays et les lignées anciennes ont été pratiquement abandonnées. Ça fait partie des enjeux, on le verra dans la partie suivante. Et donc en fait, on a un grand nombre de variétés, mais qui en fait ne présentent qu'une faible diversité génétique, puisque les différences sont faites sur un petit nombre de gènes. Donc on a une diversité génétique qui est de plus en plus faible, même si le nombre de variétés augmente. Information que vous pouvez retrouver là.